Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va parler de Cannes. Alors oui, le festival de Cannes est terminé, mais pour moi il a poursuivi un peu après en salle, puisque à Paris on a ce qui s'appelle la reprise. Donc en fait les différentes sélections parallèles du festival de Cannes, ainsi que la sélection officielle, eh bien, sont rediffusées dans les différents cinémas parisiens, ce qui m'a permis de rattraper pas mal de films qui m'intéressaient. Aujourd'hui l'idée c'est de revenir donc sur ces différents longs métrages que j'ai rattrapés là dans ces 2 dernières semaines et puis de vous dire ce qui vaut le coup ou non. Vous allez le voir, il y a dans cette vidéo mon plus grand coup de cœur de l'année à ce jour, mais aussi d'immenses déceptions. En ce qui concerne l'organisation, je les ai très simplement classées par catégorie, par thématique en fait. Et donc la première, c'est une catégorie qui s'appelle de l'amour dans l'air, où on va parler de comédie romantique avec une immense, gigantesque déception. C'est un film d'Alex Lutz. Alors moi j'avais beaucoup aimé Une nuit, son précédent long métrage qui était une histoire d'amour slash comédie dramatique, comédie romantique en tout cas, où on le suivait lui et Karine Viard une nuit dans Paris. Là il nous raconte l'histoire d'amour entre Bastien Bouillon et Mélanie Thierry, adaptée du roman de Nicolas Mathieu intitulé Connemara. C'est l'histoire d'Hélène qui a quitté son milieu modeste et qui revient dans les Vosges. Dans ses Vosges natales, elle quitte Paris suite à un burn-out. Là-bas, entre Nancy et Épinal, elle croise la route du bel hockeyeur de ses années lycée qui n'est nul autre que Bastien Bouillon. Sauf que voilà, ce sont deux Frances qui s'opposent, elle qui vit désormais dans un milieu assez bourgeois, assez corporate, lui qui à l'inverse est resté vraiment dans son petit village en quelque sorte, avec voilà sa bande de potes, sa petite vie, etc. Et donc cette idylle, on se demande est-ce que finalement elle sera possible entre ces deux personnages. Ce film m'a plombée. Mais quand je vous dis plomber, c'est pas dans le bon sens du terme, hein. C'est pas dans le sens je suis ressortie en cogitant ou en ayant senti plein d'émotions. Non, c'est vraiment plombé dans le sens où j'ai eu l'impression d'être absorbée par le cynisme du personnage de Mélanie Thierry, par le désespoir en fait des protagonistes. C'est très désagréable de les suivre, vraiment, parce qu'ils sont mais tous détestables quoi. Il y en a aucun pour lequel on éprouve de l'empathie. C'est la preuve que les acteurs sont excellents, mais c'est un stade où ils jouent tellement bien leur rôle de personnage antipathique qu'on les déteste. C'est aussi simple que ça, c'en est pénible en fait. En soi, il n'y a aucun problème à ces personnages antipathiques, ça arrive régulièrement au cinéma, moi ça m'a jamais dérangé. Mais là, c'est juste insupportable. Mélanie Thierry, notre héroïne, c'est un personnage qui est caractérisé par sa colère, donc c'est quelque chose qu'on ressent dans sa façon de bouger, dans ses expressions faciales. Mais qu'est-ce qu'elle est insupportable quoi. Et puis c'est un film qui veut traiter plein de thématiques mais qui ne fait que les frôler. Vers la fin on a un dialogue sorti nulle part où la mère dit que sa fille les prend pour des ploucs et c'est une thématique qui est intéressante mais qui est mise sur la table comme ça dans les dernières 20-30 minutes. On comprend pas d'où ça sort. Souvent dans ce film c'est un sujet égale une pauvre scène où la thématique va être abordée. Et c'est tout, ça se cantonne à ça. En plus c'est très prétentieux dans la mise en scène, c'est-à-dire qu'Alex Lutz il enchevêtre, vous voyez, les scènes en superposant les images et les dialogues dans des séquences qui ne coïncident pas forcément non plus en fait. D'ailleurs ça va jusqu'à devancer parfois la scène, hein. C'est-à-dire que il va te montrer la fin d'une scène, puis il va remonter jusqu'au début de celle-ci. Ça aurait pu être sympa comme effet de style, mais là c'est tellement régulier, c'est tellement fréquent qu'en fait ça en devient pompeux. Je l'ai pas précisé mais le film était présenté à Cannes Première et sortira le 10 septembre. Là on va aborder un autre film romantique, une autre romance très singulière pour le coup qui va sortir le 27 août. Elle a été présentée à la Semaine de la Critique, il s'agit de A Useful Ghost. En français ça a été traduit par Fantôme Utile, très simplement, de, attention, Ratchapoum Bounbun Chachoke, qui voilà, nous raconte cette histoire de fantôme assez singulière puisque le film prend place après la mort tragique de Nat, voilà, qui a été victime de pollution à la poussière. On y vit son compagnon March qui sombre dans le deuil, un deuil très difficile, sauf qu'il ne s'attend pas à découvrir que l'esprit de sa femme a été réincarné dans un aspirateur. Voilà. Et en fait en parallèle on suit plusieurs histoires justement d'objets qui sont possédés voilà, par des esprits qui viennent hanter des objets électroménagers, notamment dans une usine par exemple, où l'usine est hantée par l'esprit d'un ancien employé. Et donc Nat va décider de devenir un fantôme utile, voilà, de montrer son intérêt, puisque la famille de son compagnon ne l'apprécie pas forcément de son vivant, et ne l'apprécie pas forcément, y compris après sa mort. Donc elle va vouloir montrer son utilité et bien en faisant le nettoyage dans l'usine, vous voyez là, en s'occupant elle-même de ses amérantes. Bon, vous voyez, une thématique très singulière, très fantastique. Le film prend la forme d'un conte oriental en fait,
tout en multipliant les incursions dans différents genres, dans différents registres en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur un film de revanche, un film de fantôme, une comédie romantique, le tout avec une dimension queer, pardon, et ça c'est assez exceptionnel. Le film assume d'emblée le parti pris que les fantômes existent et donc les gens ils y croient instantanément en fait. Il y a un fantôme qui apparaît, il n'y a pas question de douter là-dessus. Le fantôme existe, il est bien réel et donc on n'aura pas d'interrogation à ce sujet-là. Ça permet aussi pour le réalisateur de dérouler en fait le récit et d'aller au-delà du en fait non, les fantômes n'existent pas, ce qui est assez récurrent quand même dans ce genre-là. C'est un conte sur le deuil, sur la difficulté de passer à autre chose alors que tout le monde vous pousse, vous voyez, à aller de l'avant. Dans le film d'ailleurs, passer à autre chose signifie littéralement la disparition en fait du fantôme. Si vous passez, si vous oubliez cette personne, elle disparaît, vous ne voyez plus jamais le fantôme. Et donc pour qu'il survive, eh bien, il ne faut pas l'oublier, il faut que son souvenir en fait reste vivace. Et bon, je vais pas aller plus loin, je pense que vous avez clairement compris la métaphore. C'est un film qui est aussi très beau visuellement, dans sa mise en scène, dans sa photographie, qui jongle entre l'image que Marge projette de sa défunte épouse, donc avec, vous voyez, cette tenue assez bouffante que moi je trouve sublime vraiment. Et donc voilà, l'image alterne sans cesse entre cette femme et la réalité, autrement dit l'aspirateur qu'elle est, donc ça crée un décalage comique assez amusant. Toujours dans la mise en scène, c'est assez magistral, que ce soit la position des personnages dans le cadre aussi, qui sont toujours, vous savez, mis alors soit sur le côté, soit au centre, mais vous savez avec un certain recul pour vraiment les replacer dans le décor. Ils exécutent parfois les mêmes gestes simultanément, ce qui crée aussi beaucoup de rire en fait. Tout dans la façon de filmer de toute manière vous invite à rire aux éclats. C'est une esthétique très léchée, avec des transitions à base de pellicule brûlée avec le soleil, idem pour les coins d'image qui sont arrondis pour imiter une image ancienne. Non franchement... J'hésite à vous faire une vidéo plus complète pour vous parler de ce film parce que c'est assez magistral pour le coup. On passe à une autre catégorie qui est la catégorie des histoires d'amitié avec 2 longs métrages qui eux m'ont totalement séduite, vraiment. Là on part sur 2 coups de cœur. Le premier c'est Meteors d'Hubert Charuel qui a été présenté à un certain regard et qui sortira chez nous le 8 octobre. On y suit 3 amis de longue date dans la diagonale du vide, 3 amis qui ont des âges différents, il y en a un qui a la vingtaine, Mika en l'occurrence. Alors Mika, lui travaille chez Burger King, voilà, il a 20 ans, il travaille chez BK. On a Dan, lui il a la trentaine, il est au chômage, il est dépendant des substances. Et puis enfin le troisième c'est Tony, qui lui est encore plus âgé qu'eux, qui est le roi du BTP de la ville. Et ils ont beaucoup de rêves, pas beaucoup de chance à vrai dire, après un énième plan raté, ils doivent bosser pour Tony dans une poubelle nucléaire. Ce film, c'est d'abord l'histoire d'une ville, la ville de Saint-Dizier, que moi j'ai découverte à travers ce long métrage, donc je ne connaissais pas Saint-Dizier, une ville dans laquelle, au vu de ce qu'on nous présente, on grandit et on passe toute sa vie en fait. C'est une ville qui tourne, qui a bâti son économie autour du stockage de déchets nucléaires et qu'on se dise, il n'y a pas de grande perspective d'évolution là-bas, nos personnages ils doivent se contenter de rêver. Justement, c'est le cas de Mika et de Dan qui rêvent de s'en aller en fait. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un jour partir à la Réunion et travailler dans un refuge pour animaux. Et j'ai adoré ce ton doux amer du film en fait, qui est tourné vers l'espoir. Ces personnages qui se permettent de rêver dans cette ville morte en fait, où les soirées se résument à boire des bières dehors en quelque sorte. Puis évidemment, c'est avant tout une histoire d'amitié, hein, d'un amour si fort entre 2 personnages, entre Mika et Dan, qui sont prêts à tout pour sauver l'un et l'autre. Enfin, surtout Mika pour sauver Dan, parce que Dan il se perd dans l'alcool, il se perd dans cette vie finalement dans laquelle il ne s'épanouit pas et il ne cesse de s'enfoncer. Mika essaie de le sauver de son malheur, mais en fait c'est difficile parce que cette personne elle ne cesse de vous tirer vers le fond. Et donc c'est aussi la question d'une relation avec des hauts et des bas et des montagnes russes émotionnelles en quelque sorte. Et puis surtout jusqu'où on est prêt à aller pour sauver l'autre quand il nous entraîne dans sa chute. Et puis bien sûr tout ça tient évidemment à la fabuleuse alchimie entre nos 2 protagonistes, donc Mika qui est interprété par Paul Kircher et puis de l'autre Dan qui est interprété par Idir Azougli. Il y a une alchimie quoi, entre ces 2 personnages. Et donc moi j'ai pu faire une séance avec le réalisateur qui racontait que cette relation entre les 2, si elle fonctionne aussi bien, c'est parce qu'ils sont amis dans la vraie vie. C'est que cette affection qui se porte, elle est bel et bien réelle. Et par exemple, il y a une scène dans le film où ils chantent, voilà, à tue-tête, ils dansent dans leur colocation. Et en fait, le réalisateur, il a eu cette idée parce que sur le plateau, les 2 personnages, enfin les 2 acteurs plutôt même, ils passaient leur temps à chanter comme ça à tue-tête,
tout au long de la journée. Donc voilà, cette amitié, on y croit parce qu'en fait, elle est bien réelle. D'ailleurs, en parlant de chansons, et je vais terminer là-dessus, j'ai aussi adoré la bande originale qui est composée de morceaux de rap, mais vous savez, dont les paroles résonnent en fait avec ce qui se passe à l'écran. D'amitié, il est aussi question dans le long métrage de Prince Yakar, un long métrage qui sortira incessamment sous peu, celui qui sortira le plus tôt de tous d'ailleurs, le 16 juillet. Il a été présenté à la quinzaine et il s'intitule Les filles désirs. Alors, ce film il prend place à Marseille en été et on y suit Omar et sa bande. Ils ont la vingtaine à peu près, ils sont moniteurs de centres aérés et respectés dans le quartier. Et on va dire que ces hommes-là, ils classent les filles dans 2 catégories. Je prends le résumé, hein, littéralement celles qu'on baise et puis celles qu'on épouse. Autant vous dire que le retour de Carmen, amie d'enfance et ex-prostituée, va le bouleverser et questionner l'équilibre de tout ce petit groupe. Ça me semble quand même important de parler du dispositif et plus particulièrement de comment est-ce que la réalisatrice a rassemblé toute cette équipe, puisque c'est un peu particulier. En fait, ces jeunes-là, ce sont des jeunes des quartiers nord qui ne sont pas du tout acteurs à la base, qu'elle a connus il y a de ça 8 ans en fait, lorsqu'elle animait un atelier dans ces quartiers dits sensibles. Ils se sont très bien entendus, ils continuent encore de travailler régulièrement ensemble, la preuve avec ce film qui est le premier long donc, de Prince Yakar, et en fait elle les tenait au courant de l'avancée du scénario et puis ils se retrouvaient régulièrement pour improviser des scènes, pour improviser des dialogues à partir de ça. Et donc on peut dire qu'ils ont un peu écrit le scénario tous ensemble, en particulier les dialogues, ce qui explique aussi vraiment le réalisme dans le phrasé et puis aussi dans les situations qui sont abordées. Il y a pas mal de scènes où on les voit traîner ensemble et je dois dire que mes préférées, parce que c'est vraiment l'histoire d'une bande de potes, de jeunes adultes qui rentrent dans la vie active et donc qui passent énormément de temps ensemble les uns avec les autres. Moi mes scènes préférées c'est quand... ça peut paraître un peu surprenant mais en fait c'est quand ils sont de loin et qu'ils alpaguent des jeunes femmes avec des tactiques de drague foireuses. Déjà c'est parmi les premières scènes qu'on voit qui montre bien le rapport qu'ils ont à la femme, mais aussi parce qu'il y a quand même un côté assez comique je trouve dans ces scènes, notamment il y a une fille qui lit un livre et il y a un gars qui lui lance « Eh viens m'instruire !» et non seulement voilà c'est drôle, mais ça montre aussi l'image que ces personnages ont des femmes et comment est-ce qu'ils les abordent, comment est-ce qu'ils les traînent en mode bah non elle c'est trop une intello, elle t'a vu comment elle est habillée, c'est pas une fille fréquentable. Ça se résume vraiment à des stéréotypes, mais encore une fois c'est une réalité. L'idée de Prince Yakar à travers ce film c'est de raconter leur amour, c'est de raconter leurs désirs et finalement ces hommes qui eux aussi jouent un rôle, vous voyez, dans la société, ils doivent jouer un rôle qu'on leur a imposé. Parce que socialement, ils doivent être ces hommes, socialement plus à Marseille, dans des quartiers sensibles, ils doivent être ces hommes machos pour qui la femme, elle doit être carrée, elle doit être sage, c'est celle qu'on doit marier, et tous les autres, ce sont des putes. C'est vraiment ça le propos du film. Et en fait, Prince Yakar, ces hommes, elle ne les juge jamais. Elle ne les juge jamais pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils disent en fait. Et donc de ce point de départ, qui est à la base d'une vision masculine, c'est très intéressant, c'est qu'elle va partir dans cette bande d'hommes, où t'as quelques femmes, pour justement de dérouler un récit d'empowerment, quoi, d'empouvoirment féminin, où les femmes vraiment vont, certes, elles sont vues comme ça par ces hommes, elles sont vues comme la fille qu'on épouse, comme la fille avec qui on ne peut pas sortir parce qu'elle n'est pas fréquentable, parce que c'est une ancienne prostituée, et elles vont prendre leur indépendance, elles vont s'émanciper de tout ça. Et j'ai adoré la façon de filmer de Prince Yakar, qui filme tout ça à travers de longs plans séquences, des plans séquences qui sont longs mais qui sont serrés, ce qui permet évidemment de capter l'intégralité de la scène, mais aussi pour mieux s'en écarter en fait, il nous fait respirer, le cadre s'élargit littéralement quand les filles prennent le pouvoir. Alors là on rentre dans le dur, on va parler de films qui mettent en scène des âmes en peine. Voilà, des films qui mettent en scène des personnages qui ne vont pas bien. C'est pas la partie fun de la vidéo, mais c'est une catégorie de films à part entière. Le premier, il m'a énormément déçue, c'est un film de Christian Petzold, dont j'entendais beaucoup de bien depuis longtemps, donc je me suis dit allons-y, allons découvrir son film Miroir numéro 3, qui a été présenté à la quinzaine et qui lui sortira le 27 août, qui met en scène en fait Laura. Laura elle est étudiante à Berlin et elle survit miraculeusement à un accident de voiture lors d'un week-end à la campagne. Physiquement épargnée mais profondément secouée, elle est recueillie par Betty qui a été témoin de l'accident et qui s'occupe d'elle avec énormément d'affection. Peu à peu, le mari et le fils de Betty vont surmonter leur réticence et une quiétude quasi familiale, vous voyez, va s'installer dans cette maison où Laura est venue un peu s'immiscer, mais où elle est acceptée comme leur propre fille. Sauf que voilà, tous ces personnages, ils vont quand même bien devoir à un moment faire face à leur passé. Ouais, moi c'est mon premier Christian Petzold, je vous le disais, je suis un peu déçue. C'est pas son meilleur non plus d'après ce que j'ai vu sur le sujet. Et c'est un peu dommage parce que la thématique de base, moi je la trouvais très belle. Ce qui construit est beau en fait. C'est l'histoire de cette fille qui ne va pas bien, qui a des pensées suicidaires et qui trouve du réconfort auprès de cette famille qui l'accueille comme leur propre fille. Parce que justement, Laura elle ressemble à ce qu'ils ont connu avant un drame.
dont on connaîtra la teneur un peu plus tard dans le récit, je vais pas vous en dire plus, même si c'est évident. Moi le truc j'avais cramé au bout genre d'un quart d'heure de film, tu comprends en fait voilà pourquoi est-ce qu'ils vont pas bien, mais je vous laisserai le découvrir. Et en soi c'est touchant de les voir se reconstruire ensemble, de les voir bâtir une ambiance familiale, c'est le thème de la found family, des gens qui ne se connaissent pas, enfin en tout cas la famille se connaissait mais pas Laura évidemment, et qui voilà se retrouvent et se reconstruisent autour de belles valeurs. C'est beau, c'est touchant, mais c'est extrêmement long quoi. Moi j'étais très embêtée par ce film qui est pourtant le plus court de toute cette vidéo. Ce film il fait 1h25 et pourtant celui qui m'a semblé le plus interminable. Je n'en voyais pas le bout quoi. En fait, ce ressenti-là, il est dû au fait qu'il ne se passe rien dans le film, qu'on a énormément de scènes de vie, une succession de scènes de vie, vous voyez, où ces personnages, ils vont s'apprivoiser, ils vont apprendre à s'aimer. Moi en vérité c'est que je me suis vraiment ennuyée quoi, dans le numéro 1, numéro 3, et je suis aussi embêtée par la fin qui est très abrupte, dans le sens qu'on a un générique qui arrive et il nous surprend parce qu'en fait on s'attendait pas à ce que le film se termine là. C'est dû aussi au fait que je savais pas combien de temps durait le film. Ouais, 1h25 mais franchement on ressentit 2 heures quoi. C'était vraiment interminable pour le coup. Heureusement je vous parlais d'un film qui lui est un coup de cœur. Alors je l'ai vraiment adoré, on me l'avait conseillé en me disant qu'il risquait de me plaire et en effet... bonne pioche. J'ai adoré Lucky Luke de Lloyd Lee Choi. Alors il a été présenté à la quinzaine des cinéastes mais il n'a pas encore de date de sortie. C'est un film qui met en scène un livreur chinois à New York. Ça fait plusieurs années qu'il a quitté la Chine pour venir s'installer là-bas. Il vit de façon très précaire, il est distributeur de plats, en fait littéralement livreur. Alors c'est pas Uber Eats, mais c'est une entreprise, on connaît pas le nom mais qui ressemble fortement. Il est embauché au black évidemment et un jour il découvre que son vélo électrique a été volé. Et à partir de là, bah en fait ça va être... Déjà il était très bas, il était vraiment proche des enfers et là c'est la descente littéralement aux enfers. D'autant plus que sans vélo il perd son job mais sa famille arrive le lendemain. Sa femme et sa fille, après des années de séparation, arrivent enfin aux États-Unis avec énormément d'espoir. Et donc tout le long de ce film, on suit ce personnage qui était venu aux États-Unis pour faire un peu des repérages en amont, vous voyez, qui tâtait le terrain avant que sa femme et sa fille viennent aux USA, sauf que finalement, il n'a cessé de se faire arnaquer, d'avoir peut-être lui aussi recours à quelques combines. Il est donc livreur de plats à domicile, et en fait on suit son quotidien. C'est pas sans rappeler l'histoire de Suleiman d'ailleurs, avec des clients exécrables, les paiements au black, les clients pervers aussi, hein, vraiment qui n'hésite pas soit à te manipuler, soit à être littéralement exhibitionniste, hein, ça arrive malheureusement. C'est ce personnage qui court partout mais qui trouve toujours pour autant le moyen de tenir la porte à une personne âgée, vous voyez, malgré son quotidien effréné et son quotidien extrêmement triste aussi. En tout cas triste avant que sa femme et sa fille arrivent. Et moi j'ai adoré suivre la vie de cet homme qui se bat pour sa famille en fait, et qui a recours à des petits larcins, mais en fait qui finit toujours par revenir dans le droit chemin. La morale le ramène toujours sur la bonne voie, y compris quand il est au fond du trou, c'est-à-dire qu'il aurait toutes les raisons du monde de faire du mal à ceux qui l'entourent, de faire du mal pour s'en sortir, mais il s'y refuse. Parce qu'au fond, Lu, comme le titre l'indique, Lucky Lu, dans son malheur il a la chance. Il a la chance parce qu'il a une famille aimante, que même s'il est pauvre, même s'ils vont sans doute se faire expulser de leur maison demain, il a de la chance. Il a la chance parce qu'il a une famille qu'il aime, il a la chance parce qu'il a encore ses valeurs morales qui le tiennent debout. Et j'ai aussi adoré en fait cette lumière. Le fait que Lucky Lu, c'est un film qui est lumineux dans son malheur. C'est un film qui fait la part belle, vous voyez, à la solidarité et à la bienveillance dans un milieu précaire où chacun tente de se démener avec des petites magouilles. C'est un film qui est aussi très beau visuellement, j'ai adoré l'esthétique, évidemment l'usage de la pellicule, moi je suis tout de suite séduite quand il y a de la pellicule. On nous dépeint un New York qui est pas glamour, c'est pas un New York esthétisé pour le coup, mais un New York qui est bondé, où ça se bouscule, où on te vole ton vélo, et ça se caractérise à travers la colorimétrie qui pour le coup adopte des reflets bleus, assez froids finalement. Un autre film coup de cœur cette fois-ci qui est une comédie d'Anthony Cordier, il a été présenté à la quinzaine des cinéastes également, et sortira chez nous le 24 septembre, il s'agit de Classe moyenne, un film où on suit Mehdi. Mehdi c'est un jeune avocat qui vient de terminer ses études, là, qui cherche un stage. Et c'est un jeune homme qui a grandi dans un milieu ouvrier, voilà, qui toute sa vie a accumulé des petits jobs étudiants pour payer ses études et qui maintenant sort avec une jeune fille d'une famille bourgeoise. Et donc il vient passer l'été chez cette famille. Sauf qu'un conflit éclate au tout début des vacances entre la famille de sa fiancée, donc une famille très bourgeoise, très pédante, qui vit voilà, avec des moyens exorbitant, et le couple de la villa qui lui appartient à la classe prolétaire en fait, hein, c'est littéralement prolétariat. Et comme Mehdi est issu d'un milieu modeste, eh bien il pense pouvoir mener les négociations entre les deux familles et puis ramener tout le monde à la raison. Sauf que malgré ses efforts, tout s'envenime.
Ouais, c'est vraiment l'un de mes chouchous de ces rattrapages, hein, classe moyenne. J'ai adoré ce film qui est donc un huis clos sur un terrain. Je vous pose un peu le décor quand même, ça me semble important, c'est qu'en haut, donc on a cette sublime maison bourgeoise, vous voyez, avec piscine, une cave à vin qui domine littéralement tout le coin, tout le secteur. Et puis en bas, on a la maison du couple de gardiens qui est bien plus modeste. Et ne serait-ce que la disposition du terrain, vous voyez, marque bien la scission entre d'un côté la bourgeoisie et de l'autre le prolétariat. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, on ne va jamais bouger en tant que spectateur de cet espace et que tout l'intrigue va se passer là-bas. Classe moyenne, c'est un film choral. Et je dois dire que ce que je retiens le plus finalement de ce film, ce sont les personnages. Vraiment, ces personnages me restent en tête bien après le visionnage. Sans doute parce que ils sont bien caractérisés, qu'ils ont chacun le droit à leur grand moment en fait. Même si l'intrigue, bon, soit elle est courte, je veux dire le film il dure 1h30, donc le développement reste assez faible, ils sont au nombre de 7 en plus, mais quand même, Anthony Cordier parvient chacun à leur donner leur petit moment de gloire et surtout à bien les caractériser. Je trouve ça excellent parce que il y a des personnages qui sont quand même assez exceptionnels, typiquement le personnage de Laurent Lafitte, qui lui est vraiment le bourgeois détestable mais exécrable, vous voyez, qui littéralement marche sur tout le monde. Tout le monde est inférieur à lui, littéralement, et qui ponctue ses phrases de citation en latin. C'est un trait de personnage qui est très bête mais qui est absolument hilarant. On a aussi Noé Habitat qui veut s'émanciper de sa mère actrice, qui tente d'adopter un langage plus familier pour se rapprocher des gens du peuple, vous voyez. Mais en fait, elle en revient toujours à ses habitudes de riche, à son côté un peu précieuse. Et puis évidemment le personnage de Sami Outalbali qui lui est formidable, c'est donc ce jeune homme entre les deux qui voilà, a grandi chez les prolos, qui tend vers la bourgeoisie mais qui en fait ne se retrouve jamais dans qu'un de ces deux milieux. Et finalement c'est peut-être lui le plus lésé dans cette histoire parce que c'est lui qui souffre le plus. Parce que malgré ses efforts, il n'a jamais réussi à se faire une place dans ce nouveau milieu sans pour autant parvenir à réintégrer l'ancien. C'est surtout un film qui est très drôle, qui passe par différents registres d'humour, c'est à la fois scabreux au début, c'est burlesque, on a du comédie situation, de l'humour noir, du rire jaune, on rit énormément et classe moyenne, ouais, c'est une expérience de cinéma qui est assez grisante, assez jouissif. Moi je trouve ça excellent. Donc allez-y au mois de septembre si vous avez l'occasion parce que c'est vraiment très très bien. Là on va passer aux films qui sont inspirés d'une histoire vraie. Je dis bien inspirés parce que c'est soit tiré de personnages réels, soit tiré de situations qui ont existé ou qui existent. Vous allez voir. On va commencer par un biopic qui s'intéresse alors à une histoire absolument pas glamour de prime abord. C'est assez impressionnant le travail que Stéphane Demoustier a fait sur ce film puisque donc il a présenté dans la catégorie Un certain regard un film qui sortira le 5 novembre en l'occurrence, et qui s'attaque à la construction de l'Arche de la Défense. Et pourtant, je peux vous dire que L'Inconnu de la Grande Arche, c'est un très très bon film, malgré les réticences que vous pouvez avoir sur le sujet. Le film il prend donc place en 1983 quand François Mitterrand décide de lancer un concours d'architecture international pour le projet phare de sa présidence, la Grande Arche de la Défense, qui donc s'inscrit dans l'axe du Louvre et de l'Arc de Triomphe. C'est la voie royale parisienne et donc il lui faut vraiment un bâtiment d'exception. À la surprise générale, c'est un architecte danois que personne ne connaît, un inconnu donc, Otto von Spreckelsen, qui remporte le concours. Du jour au lendemain, cet homme de 53 ans et qui est inconnu en France, il débarque à Paris où il est propulsé à la tête d'un chantier pharaonique, vous voyez. Sauf que si lui il entend bâtir la Grande Arche comme il l'a imaginé, vraiment être fidèle à sa vision d'artiste, il va se heurter à la complexité du réel et puis aux aléas de la politique. Moi je suis vraiment impressionnée par la manière avec laquelle Stéphane Demoustier il est parvenu à rendre palpitant un sujet aussi peu glamour que la construction de l'Arche de la Défense quoi. C'est-à-dire que moi je me marrais parce que le jour j'étais avec mon copain à la Défense et on était assis sur les marches et après avoir vu le film du coup j'étais en mode ah non mais tu sais là par exemple à la base il voulait du marbre de Carrare mais finalement il a pas pu en mettre et il était triste et bref. Du coup c'est génial, en termes de culture générale, sachez que vous allez beaucoup apprendre avec ce film, mais surtout assez passionnant parce que ça s'appuie certes sur quelques éléments de fiction, notamment la place occupée par le personnage de l'épouse, qui est une femme ferme, déterminée, qui dicte un peu à Otto ce qu'il doit faire, mais pour autant on est vraiment sur la réelle conduite du projet quoi. On suit vraiment les étapes de l'architecte, les différentes étapes du projet, comment est-ce qu'il va choisir les fresques qui vont être mises à l'intérieur de l'arche, comment est-ce que ce qui devait à la base être des petits cubes autour de l'Arche de Défense, comment est-ce qu'ils ont été remplacés par des tours pour mieux financer le projet. C'est des choses qui, qu'on ignore en fait, et qui sont vraiment intéressantes. Pour autant, Stéphane Demoustier insuffle évidemment assez de dramatisme pour qu'on soit totalement emporté par le côté fictionnel du récit, notamment s'investir émotionnellement. On arrive à s'investir émotionnellement quand il s'agit de choisir du marbre pour l'arche. Il y a littéralement une scène ultra touchante parce qu'il n'est pas content, parce que
bah son marbre n'a pas été choisi quoi. Et voilà, si j'avais su qu'on aurait autant d'émotions pour du marbre de Carrare, je sais que c'est une sacrée réussite quand même. Et puis bon, c'est évidemment lié à la performance du danois Claes Bang, je sais pas comment est-ce qu'on le prononce, je suis désolée pour la faute, qui a appris le français pour l'occasion. Et en fait, il joue un architecte qui est habité par son projet, par ce cube, comme il l'appelle. Il faut aussi souligner la reconstitution du Paris des années 80, qui est sublime, et moi je me demande toujours comment est-ce qu'ils ont fait. Bon, maintenant que j'habite à Paris, c'est vrai que j'étais encore plus fascinée de voir, vous voyez, tous ces lieux remis à l'époque des années 80. Et ouais, il y a cette scène où Mitterrand et Otto sont sur les Champs-Élysées. Et je me demande, mais comment est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'en fait, c'est des Champs-Élysées qui sont vraiment remis à la mode des années 80, finalement, avec des vieilles voitures. Et c'est impressionnant. Je suis vraiment bluffée par le travail de reconstitution. Bon, après, quand je le dis, ça reste un biopic hein, qui est assez classique dans sa narration, avec une mise en scène assez classique. Il y a quand même une petite fantaisie, faut le souligner, du côté du format, qui a un format carré, et puis la colorimétrie qui est claire. Voilà, un peu de surprise sur la forme, mais ça reste quand même une histoire qui est portée par une très très belle performance, et Stéphane Moustier réussit à nous passionner pour l'architecture. On rit par moments aussi, et non, c'est vraiment une belle réussite je trouve. On va parler d'un film qui pour le coup a fait pas mal de bruit à Cannes, puisqu'il a remporté non seulement la Caméra d'Or, qui récompense le meilleur premier film parmi tous les films, enfin parmi du coup tous les premiers films présentés à Cannes. Cette année c'était une trentaine, qui a aussi remporté le grand prix du jury à la quinzaine des cinéastes où il était présenté. Il s'agit de film The President's Cake, un film irakien, voilà, réalisé par Hassan Hadi, qui sortira chez nous le 4 février 2026. C'est un film qui remplace dans l'Irak de Saddam Hussein, où on y suit Lamia. Lamia, elle a 9 ans et elle se voit confier la lourde tâche de réaliser un gâteau à l'occasion de l'anniversaire du président. Et donc on la suit dans sa quête d'ingrédients, voilà, pour créer ce gâteau, accompagnée de son ami Saïd. Déjà c'est un cadre somptueux, donc c'est un film qui se passe en Irak, et l'héroïne vit dans un village sur pilotis. Je sais pas si je vais réussir à vous retrouver des images, mais c'est vraiment un cadre absolument magique. C'est-à-dire que chaque maison est isolée, comme sur un petit îlot, vous voyez, et donc notre héroïne, elle va se rendre en bateau à l'école. Visiblement, le réalisateur a puisé dans ses propres souvenirs hein, pour le film, et ça se sent, cette part autobiographique. Il s'est aussi inspiré de certaines traditions, comme le fait qu'à l'école, chaque année, il tire au sort, voilà, un élève qui est chargé de réaliser un gâteau qui sera partagé en classe pour célébrer l'anniversaire de Saddam Hussein. Cette année, c'était donc Lamia. Lamia, donc, son personnage en fait nous raconte un peu ce que c'est que de vivre dans un régime pareil, surtout quand on est enfant. Hassan Hadi, il dénonce l'embrigadement dès le plus jeune âge, où tu dois scander des slogans dans la cour, en classe, quand tu te lèves, et où quand tu n'apportes pas le fameux gâteau, ben c'est vu comme un manque de respect immense envers le régime, et ça vaudrait un châtiment, vous voyez, à Lamia et à sa famille. C'est vraiment un contexte de violence dans lequel on plonge les enfants. Et il faut se dire que c'est assez efficace. Le fait d'évoquer un régime politique, de dénoncer un régime à travers un enfant, à hauteur d'enfant littéralement, parce que ça offre un regard plus sensible, plus innocent si vous voyez. C'est un film, je vous l'ai dit, qui a fait beaucoup de bruit, et je crois que ça avait peut-être un peu trop élevé mes attentes quand même, parce que j'ai passé un très bon moment devant The President's Cake, il n'y a aucun doute là-dessus, mais je crois qu'on me l'avait survendu. Autant The President's Cake, on me l'a survendu et le film était bien, mais pas transcendant, autant celui-ci. Oh là là, l'alerte coup de cœur. C'est très simple. À ce jour, c'est mon film préféré de l'année. Vraiment. Je l'ai vu il y a de ça quelques jours et je ne pense qu'à ça. Je n'arrive pas à me le sortir de la tête. C'est un film de Nadav Lapid, réalisateur israélien, qui justement vient dénoncer les actions du régime dans Yes, un film présenté à la quinzaine des cinéastes et qui sortira chez nous le 17 septembre. C'est un film donc, qui prend place à Israël au lendemain des attaques du 7 octobre, et on y suit Youd. Youd, c'est un musicien de jazz précaire qui vit sa petite vie avec sa compagne Jasmine et puis leur fils. Eux, leur vie, eh bien, ça se résume à faire des soirées. Voilà, alors faire leur petite vie familiale évidemment, sortir, aller à la mer, etc. Et puis le soir, confier leur enfant et puis aller faire des soirées de débauche, vous voyez, avec les plus hauts gradés du gouvernement israélien. Sauf qu'à force de fréquenter le régime, eh bien Youd va finir par se voir proposer une mission de la plus haute importance, composer le nouvel hymne national. Voilà, mettre en musique un nouvel hymne national.
alors que chaque jour Israël détruit un peu plus la Palestine. Déjà il faut parler du processus d'écriture quand même qui est assez passionnant. En fait donc Nadav Lapid était présent à la séance que j'ai faite pour présenter le film et puis pour débattre après. Il expliquait qu'à la base il a écrit un scénario sur la lâcheté. Ce sont ses mots, hein, ce sont pas mes termes. C'est un scénario sur la lâcheté, sur ces artistes qui acceptent en fait de mettre leur art au service de l'État. Le récit il aurait pu se passer n'importe où, il n'avait pas forcément prévu de le faire se tenir à Israël. Et puis les attaques du 7 octobre ont eu lieu, et pour lui c'était évidemment une évidence, il est retourné à Israël, et c'est là qu'il a réalisé qu'en fait pas mal de ses amis artistes, que ce soit des musiciens, des cinéastes, etc., eh bien, ont mis leur art au service du régime en fait, en faisant des petits films de propagande, en donnant des coups de main par-ci par-là pour aider le régime. Sauf que Nadav Lapid donc, a décidé de remanier son scénario pour raconter ce qui se passe à Israël, afin de dénoncer évidemment les actions du régime à l'encontre des Palestiniens. Donc on suit cet artiste, Youd, alors c'est Y en français, mais je pense que le film ne sera pas traduit, donc vous entendrez Youd en hébreu, et c'est comme ça que je vais le prononcer pendant toute cette vidéo. Youd, donc il prend conscience des actes terribles en fait qui sont commis par Israël, mais qui fait semblant au début de ne rien voir en se persuadant, cette citation où il dit « j'aime Tsahal, je soutiens Tsahal », vous voyez, parce que il veut se persuader qu'il soutient le régime, ce qui n'est pas le cas, parce que petit à petit, évidemment, il réalise l'atrocité qui est commise à quelques pas de là, dans la bande de Gaza. Face à lui, il y a sa compagne, qui elle n'est évidemment pas d'accord, et ça va créer une scission au sein de leur couple, parce qu'elle ne comprend pas qu'ils puissent comme ça se laisser faire. Et dire oui, littéralement le titre du film qui est Yes, oui en français, c'est dire oui aux actions d'Israël et ne pas avoir le courage de dire non en fait. C'est simplement de continuer à vivre comme si de rien n'était. D'ailleurs dans le film il y a une citation qui dit « la soumission c'est le bonheur ». Non mais c'est fort, c'est tellement fort. Je m'en suis toujours pas remise, hein, vraiment... Yes, c'est un film qui est tellement brillant et j'ai qu'une hâte, c'est de retourner le voir parce que c'est magistral. C'est juste magistral. C'est un film musical aussi, et quelle séquence musicale quoi. Souvent ce sont des scènes de fête avec beaucoup d'abondance, de la débauche, of course. Ce sont des moments qui t'emportent totalement, vous voyez, à l'instar de la scène d'ouverture qui me hante depuis mon visionnage, je ne pense qu'à ça. Et surtout ça donne le ton, cette scène d'ouverture. Parce qu'au milieu de cette effervescence, de cette bataille musicale que mène Youd face à une partie des invités, contre une partie des invités, il y a sa femme qui lui demande de laisser le chef d'état-major gagner. Vous voyez bien, le ton est donné, hein. Il faut qu'à la fin, ça soit l'État qui gagne. Parce que si tu t'opposes à l'État, bah tu te mets en danger. Et Youd, c'est ça. Youd, il a peur de s'opposer au régime, et donc il va faire genre de ne pas voir finalement ce qui se passe un peu plus loin, à la bande de Gaza. Nadav Lapid, il tourne donc à Tel Aviv, en temps de guerre, hein, je veux dire, et c'est assez impressionnant de voir à quel point le lieu semble être un havre de paix, en fait, à quel point les gens semblent très zen. Alors, évidemment, ça allait moins depuis quelques jours, je veux dire. Mais le plus impressionnant, quand même, ça reste cette séquence où Youd monte sur la colline qui s'appelle la colline des amoureux. Alors, plus personne ne se rend, évidemment, parce que cette colline, elle domine la bande de Gaza. Elle surplombe la bande de Gaza. Et en fait, Nadav Lapid, il filme la bande de Gaza au loin. Et tu vois ces bâtiments qui sont détruits, qui sont en cendres, un nuage de fumée. En fait, tu vois... devant tes yeux quoi, je veux dire, un endroit qui est en train d'être détruit. C'est assez confus, je suis désolée. Je vais prendre le temps, je pense, de... Ça fait moins d'une semaine que j'ai vu Yes et j'ai encore beaucoup de mal à digérer ce film. Mais ce que je sais, c'est que il faut le voir. Vraiment. Il dure 2h30. C'est vrai que ça je l'ai pas spécifié. Le film dure 2h30, mais je peux vous dire que ça passe à une vitesse impressionnante et on est vraiment sur un chef-d'œuvre, réellement. Et enfin, on termine cette vidéo par des films plus tranquille quand même, plus doux. On redescend après autant de... Après de tels longs métrages. On va parler de deux films qui ont chacun été réalisés par des acteurs / actrices, voilà, qui se lancent au cinéma pour la première fois, qui passent derrière la caméra. Le premier, c'est le premier film de Scarlett Johansson, voilà, qui s'appelle Eleanor the Great, qui n'est pas encore daté et qui a été présenté à un certain regard. On y suit Eleanor. Eleanor, elle a 94 ans et elle vivait jusqu'à présent en colocation avec sa meilleure amie. Voilà, deux petites mamies ensemble qui vivaient leur petite vie. Et là, elle tente de reconstruire sa vie après la mort de sa meilleure amie. Et Eleanor, elle va décider de retourner à New York, voilà, après avoir vécu en Floride pendant des décennies. Sauf que sa fille va essayer de l'inscrire à un centre culturel pour personnes juives où Eleanor va pouvoir suivre différentes activités. Mais Eleanor se trompe de porte et elle se retrouve dans une pièce avec des personnes qui ont été victimes de l'Holocauste en fait, qui sont ressorties vivants des camps de concentration. Et dans un quiproquo, Eleanor va mentir.
et fait croire qu'elle aussi a vécu l'enfer. C'est un film qui commence bien, qui commence très bien même. On suit donc Eleanor, cette petite mamie au caractère bien trempé, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ne veut pas aussi. Puis j'adore l'idée de faire jouer une mamie de 90 ans, elle est hilarante et les premières scènes où elle est avec sa meilleure amie au supermarché à tenir tête aux gens, vous savez c'est des petites mamies un peu désagréables comme ça, mais c'est très drôle, c'est vraiment très drôle à suivre. Et c'est fun, c'est tendre, jusqu'à ce qu'on se rappelle qu'en fait c'est un premier film et que Scarlett Johansson, eh ben, ses inspirations ce sont ses prédécesseurs, ses prédécesseuses, et que par conséquent elle va basculer dans le film, le drame typique américain, vous voyez. Le drame tire l'âme au possible. Et que ce qui était très fun et mignon au début, eh bien, va basculer dans un mélodrame typiquement américain. Le pire, c'est la résolution du film, qui est bourrée de clichés, qui se veut larmoyante. J'aime pas dire ça, mais ça a vraiment des allures de téléfilm du dimanche, vous voyez, où on est juste là pour se divertir, quitte à cumuler toutes les choses attendues. C'est un joli film dans ses débuts, mais c'est aussi un très très joli gâchis et ça m'embête. Ça m'embête parce que je vois la jolie intention derrière, mais ça reste un film qu'on pourrait lancer sur Netflix et que vous regardez en après-midi quand vous êtes malade, vous voyez. Et enfin, dernier film qui lui est réalisé par Harris Dickinson. Harris Dickinson, vous l'avez sans doute vu dans Baby Girl ou bien dans A Triangle of Sadness, pour vous donner une idée. Là, elle réalise Urchin, qui n'a pas encore date de sortie, qui a été présenté dans la rubrique Un certain regard, dans la sélection Un certain regard à Cannes. Le film prend place à Londres. On y suit Mike. Mike qui vit dans la rue et il va de petits boulots en larcin jusqu'au jour où il se fait incarcérer. À sa sortie de prison, aidé par les services sociaux, il tente de reprendre sa vie en main tout en combattant ses vieux démons. C'est donc un film qui est réalisé par Harris Dickinson, qui s'offre un petit rôle de SDF, c'est assez marrant. Alors il apparaît très peu, hein, mais faut dire que c'est pas lui qui irradie l'écran, c'est clairement pas lui qui a le rôle principal, mais un acteur que je ne connaissais pas, qui est Frank Dillane, qui joue justement Mike, ce fameux SDF. Faut dire qu'il bénéficie d'une sacrée partition aussi, d'une très belle partition en fait. C'est un SDF qui tente de se sortir, qui parvient, qui goûte au bonheur d'être normal et pour qui la chute va être en fait encore plus dure et encore plus violente. C'est un personnage qui est à la fois violent, touchant, complètement accro, qui a un sourire immense, qui est exaspérant, pitoyable même. Il nous exaspère autant qu'on s'y attache en fait. On s'attache profondément à lui et il a un parcours qui est semblable à des montagnes russes, vous voyez. Que j'ai aimé suivre. J'ai vraiment aimé suivre son parcours, ses tentatives de sortir, ses moments de joie où on se dit que ça y est, il va enfin pouvoir retourner sur la voie classique en fait et quitter la rue. Et il y a quand même des moments où j'ai resté un peu en marge, c'est qu'il y a tout un segment sur la culture hippie. Où voilà, il va fréquenter une fille hippie dans un van et tout ça, et ça va partir en moment un peu psychotrope. Bref, ça m'a un peu laissé sur le carreau. Mais au-delà de ce simple segment, il y a aussi tout un pan du film qui me rebute et ça m'embête un peu. C'est que autant j'adore quand le film est dans le concret, vous voyez, qu'on suit vraiment la déchéance du personnage, la dureté de la rue, l'addiction et les tentatives de s'en sortir. Mais moi le film me pose plus problème quand ça bascule dans une ambiance psychédélique, vous voyez, dans un délire métaphysique, censé matérialiser son esprit troublé. Ce sont des séquences sur fond vert qui font assez cheap, assez bas de gamme et qui moi, qu'on se dise, me font sortir de récit. C'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. De toute manière, je vous ai parlé rapidement de ces films, mais c'est très probable qu'on y revienne plus en détail dans de futurs bilans culturels ou dans des vidéos entières. Je pense que vraiment Fantôme Utile et surtout Yes auront des vidéos qui leur seront consacrées. En tout cas, n'hésitez pas à me dire s'il y a des films que vous attendez particulièrement ou si vous avez vu certains d'entre eux, peut-être si vous étiez sur Paris ou je sais que la quinzaine était reprise aussi dans certaines salles en France. Bah, je serais très contente de vous en parler parce que oh là là, c'est vrai que c'est frustrant de voir des films et de ne pas pouvoir en débattre avec d'autres personnes. En tout cas, ça y est, ça marque officiellement la fin de ces vidéos cannoises. J'espère qu'elles vous ont plu et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine.